Bonsoir les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et bonsoir nos amis de l'océan Indien et à travers le monde et qui nous suivent live sur la page de Rising Ocean. Bienvenue sur cette plateforme où ce soir mon collègue Georges Le Galant et moi nous animons exceptionnellement une émission, un débat axé sur la crise climatique. Et ce soir, on va voir avec nos invités qui sont présents sur le plateau, que mon collègue va présenter dans quelques instants, les perspectives des jeunes activistes qui sont des globetrottiers, qui bougent à travers le monde pour faire face, pour sensibiliser sur la question, la crise climatique. Donc, bonsoir Georges. Bonsoir Asmin, bonsoir. Et ce soir, sur le plateau, on a trois invités qui viennent de différentes régions des îles de l'océan Indien. On a par exemple, on a Jade qui vient de la Réunion, on a Idéal de Madagascar et on a aussi Saïd de Comores. Et pour commencer, je vais vous demander, par exemple, je vais demander à Saïd de présenter un peu lui-même. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Moujib Mohamed Saïd. Je suis le président de Ngochao, un mouvement de la jeunesse consciente des Comores, une association non gouvernementale et apolitique qui milite pour l'éducation, la protection de l'environnement, l'engagement citoyen et le développement durable. Idéal. Je m'appelle Idéal, Valentin Idéal, artiste, auteur, compositeur et performeur aussi. Et aussi, je suis travailleur social. Je travaille spécifiquement pour les jeunes vulnérables et défavorisés en les formant, en donnant des formations professionnelles pour qu'ils deviennent autonomes et employables aussi. C'est pour leur survie et sortir de la situation de vulnérabilité. Merci de ta présentation. Et Jade. Eh bien, bonjour, merci de cette invitation. Je m'appelle Jade Jourdan, je viens de l'île de la Réunion, je fais partie du mouvement des Azalées. On a décidé d'occuper un rond-point, un espace public pour en faire un village et un espace d'échange, de discussion, etc. Et voilà, je suis très contente, très heureuse d'être ici. Merci. Oui. Avant d'aller plus loin, on va vous demander de nous raconter un peu votre organisation, qu'est-ce que vous faites dans votre organisation, comment vous organisez tout ça. C'est toi-même? On commence avec toi, oui. Allez. Alors oui, c'est un mouvement, on va dire un mouvement du peuple. Et on est un noyau dur quand même sur place. C'est un rond-point de 5000 m². On a fait un boucan, du coup c'est là qu'on fait tous les ronds de causée le lundi à 18 h. Les ronds de causée, c'est un rond de causée où il n'y a pas un plus haut que l'autre. C'est vraiment une démocratie, enfin c'est une gouvernance horizontale, on va dire, pas pyramidale. Et on laisse la place et l'expression à tout le monde, à tout le monde. Ensuite, on a, au fur et à mesure, forcément, parce que ça fait 3 ans et demi qu'on existe et qu'on tient beau, qu'on résiste aussi, du coup, via des alternatives. On a construit au fur et à mesure, on a fait une casidone, c'est comme un petit magasin où les gens amènent plein de choses qui vont se débarrasser et d'autres personnes dans le besoin viennent chercher ça gratuitement. Ensuite, il y a une casidor. Là, c'est pour accueillir les gens qui sont des sans-abri ou en galère, même que pour une nuit. Des fois, il y a des femmes battues qui arrivent en plein milieu de la nuit, donc on les loge, etc. C'est important pour nous d'avoir un endroit de sûreté pour les gens qui sont des fois pas aidés par le système. On a une autre zone là-bas où on peut accueillir d'autres mouvements, comme les révoltés du 974, on a Comité Eli, on a plein d'autres mouvements, la Proptase, etc., Racine CAF, qui participent aussi à tout ça. On fait des convergences des luttes. C'est important pour nous que chacun dans son domaine déploie un peu tout ce qui est autour de leurs revendications. Et on se rencontre du coup autour de convergence des luttes. Ensuite, on a tout ce qui est plantation. Et puis, on a chacun nos petites cabanes, forcément, puisqu'on habite sur place. Donc, c'est comme si le logo, c'était un rond-point avec Domoun au centre, vraiment le peuple. Et puis, 4 entrées, sorties, le causé, le sobat, l'habitation et la kiltire. Merci Jade. Moujib, peut-être tu peux nous expliquer à propos de ton organisation et tes activités, ton engagement. Merci de m'avoir cédé la parole.
Comme je venais de le dire, Ngoshao, c'est une association ou bien un mouvement des jeunes comoriens dont il a des cellules partout aux Comores. Il y a les cellules d'ailleurs, par exemple la France, le Maroc, Madagascar. Et aux Comores, il y a 8 cellules dans les différentes îles. On est 4 îles, mais on a les cellules dans les 3 îles, comme Mayotte, Mohéli, Anjouan, à la Grande Comore. À la Grande Comore, on a 6 cellules dans différentes régions. Et là, on milite parallèlement. On organise les activités parallèlement. Parce que au début, l'association Ngoshao est créée en 2006 à l'université de Comores. C'était 3 ans après l'ouverture de l'université. C'est suite à des revendications à l'université pour l'éducation et avec des moyens difficiles aussi. L'accès était difficile, il y avait des droits pour les élèves qui n'y étaient pas, bon, pour les étudiants qui manquaient. Et c'est à partir de ça, ces constats-là, les jeunes, les cofondateurs du mouvement Ngoshao l'ont créé à la base de ça. Et puis on continue le combat et on a gagné. Bon, on a gagné la majorité des points qu'on réclamait à cette année-là, mais cela n'a pas arrêté que le mouvement continue. Le mouvement continue pour le droit, la liberté, l'accès à l'éducation, la promotion de l'éducation, la promotion du genre. Et dans tout ça, ça a ouvert d'autres postes, d'autres interventions dans le développement durable, la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi l'engagement citoyen qui s'accompagne avec l'éducation pour réclamer nos droits, pour conscientiser la jeunesse comorienne de ce qui revient de droit et le conscientiser sur la protection de l'environnement parce que Comores, on touche beaucoup on reçoit les impacts du changement climatique. Par exemple, il y a récemment, là, il y a une digue détruite par la montée des eaux. Bien Et sûr. il y a des Peut-être qu'on va familles. revenir Voilà, dessus voilà, au cours de l'émission. voilà. Mujib, je pense que tu fais un travail exceptionnel. Donc bravo à toi, bravo à Jade aussi. Mhm. On va se tourner vers Idéal, toi qui es artiste et aussi activiste social, travailleur social. Alors parle-nous un peu de ton organisation. Est-ce que tu opères au sein d'une organisation et qu'est-ce que tu fais comme ça? Ouais. Bon, je travaille beaucoup avec 2 casquettes différentes et complémentaires à Madagascar. D'abord, le travailleur social qui Oui. travaille dans une organisation. Mon organisation s'appelle FMA BTD, donc c'est un bureau technique de développement rattaché à une institution religieuse qui est FMA avec des sœurs chrétiennes. Mais nous avons un branche laïque qui gère des projets de développement. Nous sommes focalisés sur l'éducation. On opère avec un public assez spécifique, les jeunes qui n'ont plus les moyens de suivre le système éducatif formel, qui sont trop âgés pour revenir en classe primaire, mais qui sont déjà en situation de recherche, d'autonomie, de raison d'être et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des accompagnements individuels sur des projets de vie personnels, mais aussi sur des projets de vie professionnels, à travers des formations professionnelles avec différentes filières. Vous savez, on les coach donc pour qu'ils arrivent à créer ensuite leur propre travail ou Qu'ils soient autonomes, aller de indépendants. manière autonome, soit d'aller intégrer des organisations pour trouver un travail qui leur plaît aussi et qu'ils veulent faire. Mais parallèlement à ça, j'ai développé depuis 2 ans en tant qu'artiste un concept que j'appelle le conférence-concert. Donc, comme je performe seul, je crée des espaces avec des jeunes autour d'un thème. Je fais un concert, mais aussi je deviens un modérateur facilitateur pour créer un espace pour que les jeunes s'expriment, posent les questions sur leur avenir, leur orientation socio-professionnelle également. Et voilà, c'est ce que je fais à Madagascar en gros. Super, merci Idéal. Et vous êtes ici, vous trois, vous êtes ici dans le cadre de la question de changement climatique, de crise climatique, tout cela. Je voudrais vous demander quelles sont vos définitions de cette question. Quand on dit changement climatique, on est en train de parler de quoi?
je vais dire, chez nous à Madagascar, c'est très palpable. D'abord, Madagascar, c'est vraiment un pays à vocation agricole. Plus de 80% de la population vit en milieu rural. Donc, nous produisons, nous plantons, nous produisons des riz, des légumes et tout ça. Dès qu'on parle de changement climatique, on parle tout de suite de perturbation du climat. Juste l'arrivée des pluies avant, une décennie avant l'arrivée des pluies, c'était en fin septembre. Aujourd'hui, l'arrivée des pluies, c'est en fin octobre, début novembre. Il y a un décalage. Et ensuite, il y a aussi les pluies qui devaient tomber pendant 2 semaines. Aujourd'hui, tombent dans 2 ou 3 heures. Ça fait une sécheresse vers une inondation très rapide. Et après aussi, en tant qu'île, on souffre des séries de cyclones. Particulièrement en 2021, on a vécu une période assez particulière. Toutes les 2 semaines, on avait un cyclone et c'était 4 cyclones successifs. À Madagascar, la réponse aux catastrophes naturelles se fait assez lentement à cause des infrastructures routières assez difficiles. Il y a des zones difficilement accessibles. Il y a encore l'impuissance monétaire des gens qui veulent s'entraider mais manquent de moyens. Donc, si une région est touchée par un cyclone, il faudra 1 semaine ou quelques jours pour arriver vraiment à aider. Le temps qu'on arrive là-bas, un autre cyclone arrive. Le temps qu'on arrive à aider, et ça a beaucoup frappé la situation. Donc, voilà un exemple, mais il y a encore tant d'autres, je crois qu'on On va revenir sur ça. Eh bien, nous, on pense beaucoup à vous, à Merci. Madagascar, par rapport au cyclone, parce qu'en fait, nous, c'est tout l'inverse. On n'a plus de cyclone. Il n'y a plus. Ou alors, il y en a, mais ils sont... Ça passe à côté. Oui, ou ils sont tout petits. Ouais, c'est plus du tout... Les cyclones, ça fait partie de la tradition de la Réunion, Oui, tu vois, même si ça fait beaucoup... beaucoup. Ouais, même si ça fait beaucoup de dégâts ou quoi, mais ça fait aussi un lavage, tu vois. Beaucoup de créoles parlent de ça aussi. C'est comme une bénédiction, à un moment donné, ça fait partie du cycle, tu vois. Et là, ça fait des années qu'on n'a plus de cyclones et souvent, ils vont vers vous. On a aussi les saisons qui sont complètement bouleversées. Par exemple, là, il fait encore froid, tu vois, jusqu'en novembre, des fois, on est là, on se dit, c'est pas possible, il y a un souci, en fait. En novembre, c'est fini, la fraîcheur. Donc, on a tout ce côté-là aussi. Après, nous, tout ce qui est dérèglement climatique, j'ai envie de dire que c'est beaucoup à cause de l'humain aussi, quand même. Les activités humaines. Ouais, l'activité humaine avec toutes ces infrastructures. Nous, on a cette merveilleuse, c'est complètement ironique, hein, route du littoral, c'est la NRL du coup. Cette route qui a été commandée soi-disant par les Chinois et du coup c'est un test qu'on fait à l'île de la Réunion. Une énorme route sur l'océan et surtout sur le récif corallien. Il y a eu des alternatives qui étaient proposées par plein de jeunes aussi, du coup, qui proposaient le train. Il y a eu, je ne sais pas combien d'études pour des alternatives, mais non, on n'a rien voulu entendre. Donc, on a dépensé plus de 3 milliards d'euros pour... et à chaque année, ça a augmenté. Et chaque année, il y a un problème. Et vous savez quoi? Elle est quasi finie, la route, et elle commence à fissurer. Donc voilà, c'est que du gaspillage d'argent, sans parler de la pollution. On a un gros souci au niveau des voitures, nous, énormément de véhicules. Et je sais pas, le gouvernement a un souci pour développer les transports en commun, ce qui réglerait pas mal de choses, parce que là, gaz à effet de serre, c'est la fête. Éclatement. Ouais, éclatement. Et notre ami Moudjib, parle-nous un peu au niveau des Comores, comment ça se passe, quels sont les signes, les symptômes et comment ça affecte ton pays? Merci. D'abord, les Comores est un pays insulaire, bon, qui ne produisent pas beaucoup de choses qui nuisent à l'environnement. Par contre, les Comores perçoivent les impacts des changements climatiques et c'est un peu pareil. La situation est un peu la même dans les îles de l'océan Indien parce que nous aussi, on a le dérèglement climatique, surtout côté pluviométrie là. Il y a un changement vraiment, un décalage par rapport aux années précédentes. Aussi, on a le manque d'une politique de protection de l'environnement, ça veut dire les lois qui protègent l'environnement, et aussi un cadre organique pour la protection de l'environnement. Et pourtant,
il y a aussi les activités anthropiques, mais ça dégrade aussi l'environnement, mais ce n'est pas égal aux impacts qu'on reçoit par rapport aux dégâts causés par les effets naturels. Par exemple, on est touché parfois par des cyclones, surtout les cyclones qui nous ont touchés en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu les réparations. Il y a des familles sans abri jusqu'à aujourd'hui là. Et aussi, il y a la montée des eaux, mais ce n'est pas la montée des eaux est contribuée un peu par les effets, les activités humaines, dont l'extraction du sable et aussi la rareté des pluies à cause des feux de brousse et aussi de la déforestation. Et pourtant, on ne fait pas la réforestation. Voilà. Oui, et dis-nous un peu comment réagit votre gouvernement au sujet de cette question des crises climatiques et aussi comment réagit, par exemple, l'école chez vous. Est-ce que l'école chez vous parle des changements climatiques, parle de cette catastrophe qui est en train de profiler petit à petit? Comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question ça. Je viens sur l'école tout de suite du coup. L'école, c'est comme si c'est à nous individuellement de faire ce travail-là, tu vois. J'entends, hein, pour moi, il y a plusieurs dimensions en fait. J'entends que oui, c'est à nous, à notre niveau, mais à un moment donné, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, et que chacun porte ses responsabilités. Si le gouvernement a des rênes que nous n'avons pas, c'est forcément qu'il peut changer les choses plus rapidement que nous, à notre petit niveau, même si c'est très important de sensibiliser les enfants, de passer par voilà, tout ce qui est éducation, c'est important. Les enfants, c'est les adultes de demain. Donc effectivement, ça serait bien de leur apporter toute cette conscience, cet éveil de conscience sur consommer moins, ou quand tu consommes, quels sont les impacts, etc. Après, on a l'impression que le gouvernement, c'était ça la première question, le gouvernement, c'est comme si c'était une fatalité, en fait, tu vois, de toute façon, ça doit arriver, quoi. En fait, c'est un dérèglement climatique, donc c'est comme si... Mais c'est la nature, en fait, c'est pas nous, c'est pas forcément l'humain. Calamité naturelle. Oui, voilà. Alors oui, il y a bien sûr que c'est une réalité, il y a des catastrophes naturelles qui sont des catastrophes naturelles. Il met ça sur le compte des calamités voilà, naturelles. et que sur le compte de ça, quoi. Alors qu'il y a quand même une accélération grave et grandissante due à l'activité humaine, comme tu disais si bien, quoi. Oh, exactement. Et idéal, parle-nous un peu, disons, au niveau de Madagascar, comme tu as dit, qui est très centré sur l'agriculture. On sait ça très bien. Mais avec les catastrophes climatiques, la crise climatique, il n'y a pas que des inondations, il y a aussi la sécheresse qui frappe ton pays. Il y a peut-être des risques de food security, comme on dit, des crises alimentaires, etc. Alors, face à ça, comment réagissent les gouvernements, pas seulement en termes pour contrer le problème de crise alimentaire, mais aussi prendre des décisions politiques pour résoudre vraiment le problème, pour adresser la question, la crise climatique. Madagascar, vous connaissez sûrement à travers les actualités qu'il y a des crises cycliques chez nous. Tous les 10 ans, on a des crises, on a des gouvernements qui s'effondrent, des nouveaux gouvernements. Même dans un régime, il y a un changement de gouvernement très très souvent. Ça impacte sur la continuité des actions, la continuité des réponses. Par rapport à la sécheresse, on a des programmes depuis longtemps, depuis des décennies, la création de pipelines pour la circulation d'eau, pour répondre à cette question de sécheresse, mais ça n'arrive pas à terme. Il y a aussi les multinationales qui viennent pour gérer, accaparer les terres, avoir des projets d'extraction, mais là, leurs projets aboutissent rapidement, mystérieusement. Les multinationales arrivent avant le gouvernement à agir pour leur intérêt. Et là, donc, c'est encore une question ça fait encore l'objet de grosses dépendances sur le besoin de soutien alimentaire de l'extérieur à partir des ONG, tout ça. Et c'est similaire en termes d'éducation aussi. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les sociétés civiles sur la proposition d'alternatives, sur la réinclusion donc de l'éducation civique, éducation citoyenne dans le système éducatif parce que ça c'est assez éteint chez nous. On fait des plaidoyers au niveau du ministère de l'Éducation. Il y avait un programme sectoriel de l'éducation
Mais, comme je disais, le gouvernement change tout le temps. Alors, directement, la société civile propose d'autres formes. On propose d'autres approches pour intégrer les sensibilisations climatiques. On crée des clubs de jeunes qui viennent visiter des écoles privées, des écoles publiques et tout ça, pour contribuer au rising consciousness, comment dire ça? C'est la conscientisation. Exactement, L'éveil, oui. On a beaucoup de choses à dire en matière de gouvernance à Madagascar. Je crois, pour terminer un peu ma part, là, je voudrais parler un peu du cas des terres, hautes terres centrales aussi. En termes d'urbanisation, par exemple, il y a l'exode rural aujourd'hui, les insécurités en milieu rural poussent les paysans à arriver sur la capitale Antananarivo, on dirait aussi Atana. Le manque de pluie et tout ça, c'est devenu trop dense même, et on arrive mal à faire face aux impacts du changement climatique. Trop d'habitation, une mauvaise évacuation des eaux, l'arrivée des pluies, une facilité d'inondation des zones. Les personnes dans les quartiers bas sont appelées à quitter les quartiers bas à cause des inondations, mais aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'effondrements et d'éboulements des collines. Donc, ceux qui habitent aussi en haute terre sont demandés de descendre. On va se retrouver au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec encore les coupures d'électricité et tout ça? Donc, on arrive mal à faire face. On n'a pas de solution vraiment pratique. On a des propositions comme une meilleure urbanisation, une décentralisation des infrastructures, des bureaux, etc. Des institutions, exactement. Oui. Mais ça reste jusqu'à maintenant des idées, des discours, mais concrètement, c'est encore le contraire. Nadib, c'est au Comores. Comment ça se passe, disons, la société civile? Est-ce qu'ils sont conscients ou il y a encore beaucoup d'affaires? Merci. Je peux rebondir comme la question a été posée. Là, de ma part, je ne remets la charge à personne. C'est à tout le monde. Parce que chacun a son rôle et c'est un combat pour tous et pour toutes. Comme à l'école, on apprend la protection de l'environnement. Mais après, il y a la société civile d'Ongochao qui milite vraiment, qui fait des activités, qui organise des activités communautaires avec l'implication de la communauté qui va au sens de la conscientisation et de la prise de conscience avec l'approche d'impliquer la population pour la suite des activités qu'on a menées. Surtout, les activités sont vraiment concentrées sur la protection des zones littorales. Mais dans cela aussi, nous aurions aimé l'appui du gouvernement qui se résume sur la définition des lois ou bien la mise en place d'une politique, d'une loi cadre pour la protection de l'environnement, juste ça. Mais malheureusement, ce que pour nous militons, on essaie de faire ces activités comme je viens de le dire, mais ce que nous attendons du gouvernement n'est pas encore. Parce que c'est le gouvernement qui participe dans les sommets, les conférences des partis, et dans tout ça là, ils sont les responsables de la destruction de l'environnement. Nous, organisation de la société civile, nous essayons d'organiser, par exemple, de nettoyer les littoraux, d'aller faire le reboisement, mais dans tout ça là, le gouvernement, avec l'arrivée des multinationales, ils acceptent leurs plans. À l'exemple, quand maintenant, on essaie de limiter la pollution pour éviter que le changement, qu'on atteint le 2 degrés du changement climatique quand on est à 1,5, le gouvernement reçoit des industries polluantes, à l'exemple de la mise en place d'une centrale électrique à fioul lourd. Et pourtant, on sait que c'est une énergie polluante et destructrice. Et aussi, on a une richesse naturelle qu'on n'a pas encore exploitée, mais c'est en train d'exploitation parce que on est une île volcanique, la Grande Comore. Il y a le volcan, il y a le projet en cours de la géothermie
il y a aussi, ce vendredi même, il y a eu une cérémonie de lancement du pose-pierre d'une centrale solaire. C'est le deuxième. Et là aussi, on pense, bon, il y a l'achat aussi des moteurs de gasoil, d'engines, des engines là. Là, on voit là que là, trois sources d'énergie. Mais dans ça, le problème aussi, que ce soit une proposition des multinationaux ou pas, mais c'est encore eux qui sont derrière pour la gestion, pour le suivi. Et pourtant, il y aurait des étudiants où on pourrait former aussi des cadres pour le libéralisme ou bien l'indépendance écologique. Et ceux qui pouvaient proposer les mesures à me protéger. Mais ça vient au sommet de l'État qui fait la demande et qui impose. Et la difficulté se porte sur la citoyenneté qu'on essaie de conscientiser parce que beaucoup ne sont pas conscients de la protection de l'environnement. Comme l'a dit, c'est comme si une question de fatalité. Et là, on essaie de ramener à impliquer tout le monde à notre niveau, en attendant le niveau qui est le niveau de l'État. Chez vous, l'île de la Réunion est une partie et sous la juridiction de la France. Comment réagissent les Réunionnais, comment réagit le gouvernement face à ce problème de crise climatique? Déjà, j'ai failli mettre le t-shirt du drapeau de la Réunion, tu vois, celui fait par le peuple de la Réunion. Pourquoi tu n'as pas fait? Parce que j'ai mis celui d'une super demoiselle réunionnaise qui a fait ce merveilleux t-shirt fanal. Nous les fanal, ça veut dire nous les la lumière, tu vois. Et on va tous en direction vers la lumière dans ce fait noir-là. Et oui, c'est très compliqué parce que il y a certains pays qui veulent sûrement, c'est pour ça ma position est complexe par rapport à vos pays, tu vois, que je respecte énormément et que vous traversez des choses que on est loin d'imaginer. Donc voilà. Mais on est un département français, il y a des points positifs, certes, on ne va pas les renier au niveau de la santé, etc. Mais il y a aussi des points négatifs, il y a le revers de la médaille. Donc le peuple réunionnais vraiment, lui, veut sortir un peu de cette dépendance, cet étouffement. C'est comme si, tu vois, l'esclavage l'est fini, mais en fait, c'est pas fini. En fait, il y a des chaînes invisibles encore, tu vois. Et on te tient par l'argent, on te tient. Alors oui, c'est sûr que moi, quand je vais à Madagascar, mais je suis riche en fait. Je n'ai pas le droit de dire que je suis pauvre, tu vois, alors que dans mon pays, j'ai le minimum. Mais c'est quand même un minimum, tu vois. Il y a cet apport qui te dit que tu peux survivre quand même, entre guillemets, mais qui te tient par là, en fait. Donc forcément, tu es dépendant de ce système français. Donc, je t'interromps. Oui, je t'en prie. Juste pour l'instant. Oui, vas-y. Donc, de quelle couleur va être les gilets maintenant? Et ben nous, on dit gilet toutes couleurs. Parce que c'est ça à la Réunion. Regarde ma couleur, tu vois. C'est toutes les couleurs qu'on veut effacer. Exactement, c'est ça. Et c'est ça, nous, c'est ce qu'on disait pendant les Gilets jaunes, parce que la création du rond-point vient des Gilets jaunes. Et ben nous, on disait, pourquoi Gilets jaunes? Ok, mais gilets toutes couleurs à La Réunion, chacun, tu vois, son gilet. Et puis c'est un arc-en-ciel, où s'arrête le rouge, où commence le jaune. On connaît pas, en fait, tu vois. Et à un moment donné, faut arrêter de s'arrêter à là, tu vois, couler à la peau, là, pas couler à l'océan. Et du coup, oui, forcément, on a quelque chose de très complexe avec la France et on veut reprendre les rênes en fait de notre île, quoi. Parce que tu peux pas être contrôlé par un pays qui est à 10 000 km de toi, qui est un pays, tu es une île, en plein milieu de l'océan, un pays dans l'hémisphère nord, c'est pas compatible en fait. Tu peux pas créer des lois comme ça aveuglément. Puis tu habites même pas sur l'île, tu connais pas la réalité du terrain. Donc ouais, c'est très complexe au niveau de ça. D'un point de vue géologique aussi, ce n'est pas la Réunion n'est pas dans le même contexte que. Mais absolument pas. Donc voilà, les Réunionnais cherchent vraiment. Alors on essaie d'enlever ce mot autonomie parce que finalement, si c'est Coca-Cola ou un monopole qui a une autonomie, bah, c'est lui qui a eu l'autonomie. Donc on parle plutôt de souveraineté alimentaire déjà, parce que nous on a la monoculture de la canne, tu vois, ça y a la canne partout qui appauvrit les sols. Et mais en même temps la canne, les fleurs de canne, on fait le kayam avec. Moi je joue tous les jours avec mon kayam.
Tu vois, donc il y a vraiment une balance dans tout ça à faire et à trouver. Moi, personnellement, je ne suis pas extrême. Tous les extrêmes, pour moi, c'est pas bon. Il faut trouver l'équilibre. Donc, pourquoi pas marcher ensemble, en fait, tu vois. Mais que, logiquement, on laisse la place et la préférence régionale, tu vois, tout ça. Enfin, qu'on laisse la place aux créoles devant et qu'on soit à côté, quoi. Donc, merci, De rien. Jade, et très, très profond, perspicace ce que tu as dit. Donc, idéal, parlant de Madagascar face à cette crise climatique, crise politique même, on peut dire, c'est le cas à Madagascar, on sait comment ça se passe, le gouvernement se succède et les problèmes restent les mêmes. Donc, on a fait un constat et des analyses. Donc, que faire maintenant? Comment faire pour mettre en mouvement tout un peuple connecté aussi globalement pour faire face? Parce que si le gouvernement ne réagisse pas des bonnes façons, il continue à être en connivence avec les grosses pouvoirs, vous avez les corporates, etc. Alors, que faut-il faire idéalement? Idéalement, ouais. Merci. Oui, moi, d'abord, j'encourage toujours nos camarades à continuer à travailler. Tout ce qu'on fait, même si ce n'est pas principalement le rôle de la société civile, il y a des rôles qui sont supposés être au gouvernement, mais il faut collaborer quand même à notre stade là aujourd'hui. On mise beaucoup sur la jeunesse aussi parce que, avant que je propose vraiment concrètement mes idées, je tiens à souligner quand même que les derniers recensements des 5 dernières années montrent que plus de 50% de la population à Madagascar est âgée de moins de 25 ans. Imaginons. Donc, la population de 18 à 25 ans qui participe déjà aux élections, démocratiquement, c'est une masse importante en termes d'effectifs, sans vouloir dire masse pour des êtres humains, pardonnez-moi. Donc, c'est là toute l'importance de la sensibilisation, de la conscientisation. Moi, je me vois dans une politique environnementale pour Madagascar en 3 axes. Un premier axe vraiment focalisé sur la conscientisation, Rising Consciousness, comme j'ai dit, accompagné d'un plaidoyer avec des propositions comme comment gérer l'urbanisme dans les grandes villes, comment remotiver les activités agricoles qui nous lient vraiment, qui nous connectent à nos terres, qui rendent la vraie valeur à nos terres. Aujourd'hui, nos terres représentent des opportunités économiques à hypothéquer et tout ça à vendre. Mais il faut planter, c'est la terre qui nous nourrit. En deuxième axe, je proposerai des actions directes d'adaptation. J'aime pas trop dire mesures d'adaptation, mais il faudra s'y faire parce qu'il y a des conséquences irréversibles en termes de changement climatique. Il faut s'adapter et il faut aussi atténuer. Il y a beaucoup de feux de brousse aujourd'hui. Nous avons plein de militaires. Pourquoi on ne mobilise pas les militaires pour aller vraiment surveiller? Là, les feux de brousse ont touché des sites touristiques, des endroits touristiques qui représentent quand même des lieux de travail, des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Pourquoi on ne sécurise pas ces zones au moins? Pourquoi on ne sécurise pas le reste de forêt qu'il y a là? Et troisièmement, je parlerai plus de networking, de mise en réseau des mouvements et une documentation des choses qui se passent chez nous. Je trouve que les sociétés civiles, les acteurs comme moi, nous sommes confrontés à beaucoup de phénomènes sociaux qui ne sont pas, pour moi, suffisamment documentés pour devenir vraiment des documents d'un point de vue macro, mais qu'on pourrait utiliser à un niveau micro. Pourquoi aujourd'hui on a une série de cyclones? Qu'est-ce qui explique l'exode rural? Comment on va ensuite transposer ça dans le système éducatif avec les jeunes, avec les étudiants, les lycéens, collégiens, pour qu'ils soient suffisamment conscients? Là, les élections chez nous vont arriver en 2023. Comment on va choisir les candidats? Comment les jeunes de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans vont choisir? Est-ce qu'ils vont choisir celui qui est le plus impressionnant, celui qui est le plus beau, ou celui qui a une proposition pertinente? Voilà le mot.
Voilà. Et Voilà les 3 axes que je proposerais. très intéressant, les axes mis sur la table pour notre ami idéal. Peut-être, Moudib, au-delà de la hausse des températures, des canicules, de la montée des eaux, comme tu as dit un peu plus tôt, alors que faut-il faire pour qu'on arrive au Comores, par exemple, pas seulement au Comores, mais connecter avec les amis en termes global pour mettre en mouvement tout un peuple connecté globalement pour pouvoir sortir de cette crise climatique. Il y a Qu'est-ce que tu nous eu- proposes? Donc, c'est une très bonne question parce que là, aujourd'hui, nous sommes, nous sommes beaucoup de pays qui sont ici, là, mais sur ce plateau, nous sommes 3 pays là. Et là, il y a l'actualité, la réalité qu'on vit aujourd'hui. Moi, je me demande la réalité qu'on vivra demain. Parce que maintenant, on juge le passé et le présent. Et comment le futur va nous juger. Sinon, comment nos prochaines générations vont nous juger. Parce que On a des responsabilités. On a des responsabilités. Ma responsabilité d'aujourd'hui, c'est comme Goshao le faisait, on essayait d'apporter des solutions à nos propres moyens. À nos propres moyens, ça veut dire conscientisation, éducation, et réclamation, revendication, et parfois ça dépendait des moyens, et c'était à des moyens propres. Maintenant, on a eu la chance de contracter avec la Fondation Rosa Luxembourg Stiftung. Il nous appuie dans les activités, mais grâce à des relations. Maintenant, on affronte aussi une problématique dont ça touche les 4 îles. Il y a là où on peut y aller, par exemple à Mouéli, les éboulements, on a notre cellule là-bas, on a comme solution de reboiser, parce que c'est les plantes qui vont tenir cette terre qui descend, parfois ça bloque la route, mais c'est l'État qui vient débarrasser pour libérer. Il y a aussi tous les impacts que chaque île subit, c'est partout dans les 4. Seulement qu'il y a la difficulté d'accéder à la 4e île sous emprise française. Mais là, on partage cette douleur avec nos collègues de là-bas. Il reste à comment y pénétrer. C'est le combat qui reste le plus difficile à y faire. Et dans ces solutions-là, je me suis dit qu'aujourd'hui, on est là, on fait ceci à nos moyens en tant que membre de la société civile. J'en suis sûr, pour moi, ça nous permettra d'aller un peu plus haut. Si on ramène cette synergie d'aujourd'hui avec cette réalité qu'on partage d'aujourd'hui et les solutions qu'on échange entre nous pour que ce soit les solutions de demain, pour être un peu précis. Aujourd'hui, je suis président d'une ONG. J'aide militant d'une ONG, mais j'ai pris une solution qu'elle a lu, sûrement elle a pris une solution que j'ai apportée aux Comores. Par exemple, pour la déforestation, son collègue a montré que parfois il monte dans les arbres, et quand on veut couper, on arrête parce qu'il y a quelqu'un là-haut. Ça peut être une solution qu'on n'a jamais pratiquée, qu'on n'a jamais imaginée. Et là, on a cette définition de définir le changement climatique et les politiques à définir entre les pays. Et j'en suis sûrement, personnellement, à chaque moment dont j'ai le pouvoir qu'il le faut pour porter la solution, je veux la porter pour moi et je veux la porter pour les autres îles, ainsi de suite. C'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Georges? Voilà, et aussi, peut-être on va demander à Jed que faire. Ouais. C'est bien ce que tu viens de dire, exactement. C'est ce qu'il faut faire à notre niveau, comme tu disais, et à notre échelle, et avec nos moyens. Et nos moyens, ça peut être ça, par exemple.
Nous, on a un problème de bétonisation, du coup, où les derniers poumons verts, comme Banaï appelle, les dernières petites zones vertes dans les villes, et ben, dès qu'on voit le petit panneau de ça va être construit, et ben, peut-être qu'il faudrait une solidarité du peuple, parce qu'en fait, il n'y a que ça qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc on y va tous en fait. On monte dans les pieds de bois, on y reste, on y dort. Et voilà, et on fait retarder tout le chantier. Il y en a, chacun a son talent en fait. Il y en a qui arrivent à remplir des papiers bien, à parler le langage de tous ceux qui sont là-haut. Et ben super, ils s'occupent de cette partie-là. Il y en a qui sont très révoltés, qui montent dans les pieds de bois, dans les arbres. Et ben super, ils s'occupent de ça. Il y en a qui arrivent à parler aux flics, aux gendarmes. Souvent c'est mon rôle pour apaiser les trucs, etc. Tout en disant la vérité, en essayant de toucher le cœur, parce que tout le monde est humain finalement. On est tous pris un peu dans ce système-là. Et on est une majorité, et la majorité c'est le peuple, donc la solidarité avant tout. Nous on est beaucoup sur le planter pour manger, comme on disait avec les cannes et tout et tout. Et ben au lieu de planter comme ça pour la consommation, et ben on plante pour manger, on plante pour se soigner, on plante pour plein d'autres choses, mais pas pour juste planter, pour renvoyer du sucre à 10 000 km et qu'on consomme même pas notre propre sucre ou des choses comme ça. Ça c'est un scandale, c'est complètement illogique. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oui, du troc. Nous, on est beaucoup dans le troc, sortir de cette valeur monétaire que tout à l'heure on entendait dans la conférence et qu'on revienne à une valeur, la vraie valeur des choses, quoi. Et qu'on revienne dans le troc. On a chacun quelque chose à troquer, à apporter forcément. Moi, je pêche, toi, tu as des volailles, et ben on échange, etc. Ça demande quoi? Ça demande à être ensemble quand même. Et le système a fait en sorte qu'on se retrouve tous en cage comme ça, tu vois, et qu'on soit bien divisés entre nous. Et la dernière chose, on a un souci de gentrification. Donc nous, on est pour rendre à nous la terre. On a écrit des lettres qu'on est allé déposer dans les mairies parce qu'on fait pas... On est sur le par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais à un moment donné, si on reste comme ça, peut-être il n'y a rien qui change en fait là-haut. Donc des fois, on rentre un peu dedans, dans tout ce système-là pour essayer de faire changer les choses. Donc on a écrit des lettres de rendre à nous la terre, mais en fait, on ne va pas demander, supplier jusqu'à tant pis en fait. À un moment donné, on va prendre. Et donc on reprend les espaces publics, les terres, et puis on fait ce qu'on peut faire en solidarité. Voilà, on se laisse sur cette belle phrase, rendre-nous la terre, ça, la solidarité, et aussi la terre pour planter, pour manger. Ah, oui. Voilà, on est arrivé à la fin de notre programme, de notre plateau. Et Rising Ocean vous remercie, messieurs, mesdames. On vous remercie. Et peut-être la prochaine fois, on va se rencontrer pour d'autres sujets sur le même plateau. Merci Et infiniment. si juste peut-être, Et aussi- peut-être si on accorde, on a deux artistes, peut-être 10 secondes, peut-être si vous avez un mot, une inspiration idéale, toi qui es Ah oui. artiste, et Jade aussi qui a Je me permets aussi. beaucoup de flammes. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Une mélodie, quelque chose une Oui, je inspiration? m'inspirais de ma chanson. Essayons tous de travailler plus consciemment. Les gouvernements, il faut oser appuyer sur le bouton stop pour ce qui ne va pas bien. Ouh, oh, 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 oh. Construisons tous notre bonheur. Ouh, oh, 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 oh. Construisons tous un vrai bonheur. Bonne que je dirais. fille, Super. bonne Merci Idéal, merci Jade, merci Moudjib, merci mon beaucoup. cher collègue Georges Merci, Legalant merci. pour avoir co-animé cette émission. Nous vous remercions, l'équipe qui nous a assisté au niveau technique. Il y a Shan, il y a Johan, il y a Stéphane Gua bien sûr, il y a aussi notre ami Krishna qui nous a aidés. Merci tout le monde, merci les internautes, et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes, parce que le but c'est de faire de la pédagogie, de l'information pour qu'on puisse être plus rebelle, comme dirait Georges Legalant. Donc merci encore tout le monde. Merci Merci à à vous vous. infiniment. Merci beaucoup. l'invitation. Merci aux camarades.